Bonsoir Daniel. Bonsoir tout le monde. Bienvenue d'être avec nous autres. Merci. Bon, on commence en douceur. Oui. C'est sur la guerre des égaux. Daniel, est-ce qu'il faut automatiquement que les égaux soient en guerre pour qu'il y ait un ajustement de l'ego, justement? Beaucoup de justement. Non, mais si s'il doit exister une guerre entre les égaux, si c'est nécessaire, justement. Vois-tu, l'ego, c'est une densification d'énergie qui est de type, chez l'homme, astral, c'est-à-dire de type psychologique. Et cette densification est là pour fonction de cerner l'univers. Pourquoi y a-t-il densification d'énergie sous forme d'ego? Parce que ces énergies n'ont pas de cadre pour pouvoir s'identifier, pour pouvoir se reconnaître. Alors, automatiquement, elles vont se regrouper chez l'homme, elles vont créer le cadre, l'ego, et l'ego, une fois créé, aura donc comme pour fonction le fait de reconnaître les cadres. L'ego va reconnaître le cadre qui va avec ce qu'il désire. L'ego, pour reconnaître quelque chose, doit l'expérimenter, donc il doit le mémoriser. Le mémorisant, il mémorise une expérience et il mémorise ce que lui en retire de l'expérience. Lorsque l'ego s'énergise pendant l'expérience, il enregistre en même temps un plaisir ou une jouissance. Lorsque l'ego se trouve désénergisé pendant l'expérience, il en ressent une espèce de souffrance. L'ego va donc tenter de créer et de reconnaître le cadre extérieur à partir de ce qui lui plaît. Ce qui fait que l'ego va s'identifier au corps physique, donc le corps physique devra être semblable à ce qui plaît à l'ego. C'est pourquoi on va se maquiller, c'est pourquoi on va se faire des chirurgies plastiques, c'est pourquoi on va se peigner, c'est pourquoi aussi on va se laver. La majorité des égos ne lavent pas leur corps physique par raison de propreté scientifique, beaucoup plus parce que l'odeur leur déplaît, et beaucoup plus parce que l'image qu'ils ont construite pour faire le cadre dans lequel ils vont pouvoir s'identifier, alors cette image ne doit pas être détruite par les égos d'autrui. Pourquoi y a-t-il une guerre entre les égos? L'ego se doit de travailler de façon à pouvoir reconnaître l'extérieur, quitte à transformer l'extérieur pour que l'extérieur puisse être reconnu par l'ego. Sinon, l'ego ne peut pas reconnaître l'extérieur. Autrement dit, tu dois décider qu'il y a un dieu de la pluie, étant donné que tu ne comprends pas le mécanisme de la pluie. Tu transformes la réalité extérieure pour pouvoir la reconnaître. Et l'ego va donc vivre sécuritairement dans un monde géré par 95 dieux si 95 états de la nature sont inexpliqués. Si je dois construire le cadre extérieur pour pouvoir me retrouver et me reconnaître, je dois construire un cadre familial, je dois construire un cadre de travail, un cadre social pour pouvoir me retrouver. Me retrouver veut dire me sécuriser. Lorsque l'énergie qui essaie d'évoluer et qui est suffisamment intelligente pour découvrir qu'il y a des effets dans le monde de l'évolution, mais suffisamment stupide pour découvrir qu'il y a des causes, cet ego va essayer de créer la cause, d'inventer la cause pour expliquer l'effet sans rechercher à vérifier la cause qu'elle a inventée. Et si l'ego a une explication à quelque chose, il est sécuritaire. L'explication, qu'elle soit du domaine du fictif ou du domaine du réel, cela n'a aucune importance pour la psychologie humaine, cela n'a aucune importance pour l'ego, du moment que ça explique, que ça permet de construire ce cadre. Mon ego rencontre ton ego. Mon ego va donc essayer de te transformer, de s'arranger pour qu'elle puisse te reconnaître comme l'ego veut que tu sois. Et ton ego fait la même chose. Donc, automatiquement, ton ego essaie de me manipuler de façon à me transformer pour pouvoir être assujetti à toi, et le mien essaie de te transformer pour pouvoir te reconnaître, pour pouvoir être sécure. L'une des manières d'être sécure pour l'ego humain, c'est évidemment
la manipulation d'autrui, la culpabilisation. Alors, une personne peut se montrer plus puissante, elle va parler plus fort, elle va crier, elle va sacrer, elle va exprimer différentes choses pour pouvoir obliger l'autre à se définir comme l'ego le veut. Si tu as peur de moi, je me sens sécure. Et c'est la même chose pour toi. Dans un contexte familial, dans un couple, il y a deux égos qui ont une tendance normale à vouloir construire un cadre qui pourra être reconnu par un des deux égos et l'autre fait le même travail. Lorsque deux égos se rencontrent et veulent construire un cadre similaire pour leur sécurité, il va y avoir l'amour psychologique, l'amour humain. L'amour qui va être exprimé parce que tu vas te sentir sécurisé s'il y a un contact entre toi et une autre personne. Mais l'expérience de la vie, ce qui donne l'expérience à l'ego, ce qui nourrit la mémoire de l'ego, étant différente pour les deux égos, étant donné que soit que l'un reste à la maison, l'autre travaille, soit que chacun travaille différemment, les expériences de vie sont différentes, donc le cadre qui a tendance à être créé par les deux égos va avoir une tendance à changer au rythme du changement des égos, c'est-à-dire au rythme du changement de l'expérience des égos. Lorsque les deux égos similaires qui veulent construire un cadre sécuritaire similaire vivent des expériences différentes, ces deux égos se transforment donc différemment et continuellement le même processus va être en opération. L'ego ici va vouloir créer le cadre qui est continuellement changeant. Chaque personne veut améliorer sa vie, chaque personne veut améliorer sa maison, redécore différemment, bouge les meubles dans sa chambre, on retransforme. Lorsque les deux égos ont des expériences différentes après leur rencontre, ils vont avoir une tendance à imposer le changement à l'autre égo. À l'origine, les deux visaient la même chose, 10 ans après, les deux visent deux choses différentes. Ce qui fait que la majorité des personnes, des couples qui évoluent ensemble, si ils ne se connaîtraient pas présentement et qu'on les présenterait l'un l'autre, ils ne se marieraient pas. Parce que le cadre qui amène l'homme et la femme, ou qui amène les individus à s'auto-relier pour pouvoir construire un cadre sécuritaire pour l'ego, donc pour les égos, sera différent. Alors toi, tu as une femme, vous vivez ensemble, mais 10 ans après, si vous ne vous seriez jamais connus et l'on vous présenterait l'un l'autre, il y aurait de fortes possibilités pour que jamais vous ne désiriez vivre ensemble. Parce que les cadres que tu veux construire ne seraient pas les mêmes que le sien. Donc, vu que l'ego psychologique chez l'homme a une tendance innée à vouloir se sécuriser, presque toutes les maladies psychosomatiques, les maladies de la psychologie de l'homme, sont des maladies qui vont naître de la peur. Et l'homme va contrôler sa vie, l'homme, l'ego humain, va colorer le mental de l'homme de façon à ce que le mental construise des cadres sécurisants pour l'ego. L'ego ne recherche qu'une chose, la sécurité. Et cette sécurité, elle est recherchée parce que l'ego s'identifie, et l'ego s'identifiant veut poursuivre son identification. Autrement dit, l'ego a peur de mourir. Autrement dit, l'ego a peur de disparaître. Autrement dit, l'ego n'est pas sûr d'exister. Et si l'ego n'est pas sûr d'exister, automatiquement l'ego va créer un cadre pour lui prouver qu'il existe. Et ce cadre ne pouvant être dans la réalité immédiate et authentique, il devra donc être dans le passé, c'est-à-dire dans la mémoire, c'est-à-dire dans l'expérience. Donc, l'ego va attacher plus d'importance aux expériences vécues qu'aux expériences à vivre, ce qui va amener l'être humain qui évolue, plus il vieillit, moins il voudra tenter de nouvelles expériences parce qu'il calculera qu'il en aura assez. L'être humain égoïque, l'homme psychologique, mais attache plus d'importance au passé, aux expériences enregistrées qu'aux expériences à enregistrer. L'enfant veut enregistrer des expériences, mais l'ego n'est pas suffisamment identifié et l'ego de l'enfant ne connaît pas le même genre de peur aussi complexe et sécuritaire, car il existe une peur sécuritaire pour l'ego, que l'adulte. Donc l'enfant ne le connaît pas. L'enfant va expérimenter et expérimentant, il va découvrir des choses qui baissent le taux d'énergie de son ego
donc qui le font souffrir, et des choses qui rehaussent l'énergie de l'ego. L'enfant, découvrant cela, va lentement conceptualiser un monde duel, un monde où il y aura souffrance et où il y aura plaisir. Donc, l'enfant, adolescent, adulte, va automatiquement cadrer sa vie de façon à fuir la souffrance et à courir après la jouissance. Les deux étant intimement reliés, parce que la jouissance ne peut être vécue que dans une instantanéité, donc dans un moment présent, et les choses présentes ont une tendance dégueulasse pour l'ego, ils ont la tendance de disparaître. Et c'est normal. Vu que le présent disparaît, mon verre a une certaine quantité d'eau, si j'en bois, le niveau diminue, donc mon présent se transforme, disons que présentement l'eau s'évapore, mais ce n'est pas perçu par l'ego. Le présent se transforme. Cela ne peut être sécuritaire pour l'ego, donc l'ego refuse obstinément de vivre le moment présent parce qu'il ne peut reconnaître de cadre dans lequel il pourra dire « je suis ». L'ego va donc s'attacher au passé, c'est-à-dire que j'ai eu un verre plein, donc j'ai possédé. J'ai travaillé aujourd'hui, donc j'ai vécu, donc je vis. Mais le « je vis », disons, intègre toute la vie du passé, aller jusqu'à maintenant où l'ego le dit. Mais ce « je vis » n'intègre jamais l'avenir. L'homme qui pense à son avenir, pense toujours à son avenir en fonction de son expérience, en fonction de son passé. L'homme qui veut construire dans l'avenir ne construit pas d'une façon intelligente, mais il construit de façon à ce que cela lui plaise, de façon à le rassurer. Quand j'aurai tel âge, je dois avoir telle sécurité. Donc, l'homme vit le moment présent à construire une sécurité pour l'avenir, et lorsqu'il sera dans cet avenir, il pourra dire « je n'ai pas vécu, j'ai passé ma vie à construire maintenant. Et maintenant que j'ai quelques années à vivre, qu'est-ce que je fais avec ce maintenant? » Et là, l'homme découvre qu'il a perdu 70 années de sa vie à bâtir le maintenant, et le maintenant, construit comme il est, lui apporte l'idée qu'il doit vivre au jour le jour. Donc, il a perdu, encore une fois, le passé. Et l'homme découvre cela toujours parce qu'il ne vit qu'en fonction de son passé. L'ego de l'homme, qui est l'homme, parce qu'on pense souvent que l'homme a un ego. Dans la réalité ésotérique, cela est vrai. Dans la réalité psychologique de l'homme, cela est faux. L'homme n'a pas d'ego. L'homme est l'ego. Dans la réalité vraie, il y a un ego psychologique dans l'homme, de même qu'il y a ou qu'il va y avoir un ego vital, un ego physique et un ego mental. Parce que la guerre des égos, elle va évidemment toucher deux égos séparés qui vont se rencontrer et qui vont essayer l'un l'autre de se manipuler. On appelle ça s'accorder. Et lorsque l'accord n'arrive pas suffisamment rapidement, ou lorsque l'accord demande trop de dons de la part de l'un ou de l'autre, l'accord vire en guerre d'ego. Les genres de guerre d'ego, il y a la guerre de l'ego mental qui va lutter contre l'ego psychologique de l'astral. Ça, c'est une guerre d'ego qui va naître chez les personnes qui se conscientisent surtout. Il n'y aura pas de guerre entre l'énergie supramentale et l'énergie mentale. Mais il y en aura une entre le mental et l'astral. Le mental voudra donc imposer son propre rythme, qui sera un rythme intelligent et logique, en accord avec les lois du plan matériel planétaire, et l'ego de l'astral luttera parce qu'il voudra toujours imposer son cadre fictif d'évolution, dans lequel on retrouve un Dieu bon qui va te servir, qui va te sauver, qui va venir punir tes ennemis, qui va te donner de l'abondance, qui va t'assurer ton pain quotidiennement. Un Dieu qui est ton esclave, l'ego peut se permettre ce luxe. L'ego va se permettre aussi de refuser des événements réels et d'accréditer des événements fictifs. La recherche évolutive, elle est freinée par l'ego parce que l'ego lutte contre l'extérieur et contre l'ego naissant du mental. Lorsque l'ego croit à quelque chose, comme à la réincarnation, un exemple que je reprends souvent, l'ego croit à la réincarnation parce que la réincarnation lui assure sa survie après la mort du corps physique. Mais cette assurance, elle est fictive. Mais elle est suffisante. L'ego n'a pas besoin d'expérimenter la réincarnation pour pouvoir
dire que c'est vrai. Juste le fait d'y croire permet à l'ego de bien dormir et permet à l'ego de mieux vivre. On appelle ça du positivisme. Et le positivisme, c'est le même genre d'expression maladive ou fictive que le négativisme, sauf qu'il énergise l'ego de façon à lui permettre de vivre des expériences. Alors donc, c'est plus bénéfique pour l'expérimentation de l'ego que le négativisme, mais lorsque l'ego se suffit dans le positivisme, il suffit de voir une chose laide et de se dire que c'est beau. Quand cela suffit à l'ego risque de passer sa vie à vivre dans un monde de plus en plus illusoire et de plus en plus éloigné de la réalité. La guerre des égos, elle existe parce qu'il y a égos. Et lorsqu'il y a égos, automatiquement, il devrait y avoir friction entre les égos parce que chaque égo essaie de s'identifier pour se sécuriser. Et tu as un ami, on est sécure ensemble, et de temps en temps, on va se chicaner parce que le cadre que je veux imposer n'est pas le cadre que tu veux imposer. Lorsqu'il y a ego, il y a automatiquement, on parle d'ego psychologique, cela va de soi, il y a automatiquement établissement d'un cadre qui permet à l'ego de pouvoir dire qu'il est là. Et l'ego va bâtir toute l'évolution des corps et des plans inférieurs en fonction de prouver qu'il est là et de se sécuriser dans le fait qu'il est là. Pourquoi l'homme veut évoluer? Parce que l'homme égoïque tient à connaître qu'il va continuer à vivre après la disparition du corps physique. On n'a pas besoin de lui prouver, on a juste besoin de le convaincre, c'est-à-dire qu'on a juste besoin d'énergiser suffisamment l'ego avec la théorie pour que l'ego dise « ça a de l'allure, c'est vrai, j'y crois ». Et le fait que l'ego croit, pour l'ego, c'est la même chose que de dire « cela est vrai ». Mais si cela est faux, l'ego s'en fout. L'ego naissant mental va vouloir expérimenter l'événement que l'ego psychologique croit, et l'ego psychologique ne voudra pas. C'est la deuxième guerre d'ego qui va exister entre le mental d'une personne qui se conscientise et sa psychologie qui refuse que l'on vienne fouiller dans les cadres. Pourquoi la majorité des maîtres ne veulent pas que leurs disciples aient voir dans d'autres écoles? Parce qu'il a peur que le cadre qu'il a instauré, un cadre sécuritaire, qui est sécuritaire pour ses disciples, mais qui est d'autant plus sécuritaire pour lui qu'il a de disciples qui vont y croire. Et si ses disciples s'en vont ailleurs et découvrent qu'effectivement on a des meilleurs cadres ailleurs, ben, il perd de ses disciples, donc il perd lui-même confiance en son cadre. Et cela le frustre. Est-ce qu'un ego, Daniel, peut finir par avoir confiance de façon absolue en lui-même? Autrement dit, Jamais. en réel, c'est pas possible. Jamais. L'ego qui donne l'impression qu'il a une confiance absolue en lui-même est un ego suffisamment puissant pour manipuler les égos des autres. Et lorsque quelqu'un n'est pas manipulé par lui-même, il se sent frustré. Cela ne va pas. Prends un sergent dans l'armée qui commande à tout le monde, cela va bien. Est-ce qu'il est totalement sécuritaire? Dans un contexte et dans un cadre qui peut être les forces armées, oui. Et dans le cadre où tous les soldats qu'il a sous la main ont peur de lui et obéissent. Mais lorsque une tête forte embarque dessus, on doit la briser et coûte que coûte. Surtout pour l'ego militaire qui, disons, vénère les grades, donc automatiquement, il y a une intelligence dans le grade, mais ce n'est pas nécessaire de détruire l'intelligence dans l'inférieur pour prouver l'intelligence dans le supérieur, et ça, c'est ce qu'on revoit dans les forces armées, on le revoit aussi à l'école souvent chez les éducateurs, on le revoit dans plusieurs cadres sociaux, religieux, philosophiques, ésotériques, spirituels, etc. C'est un grade qui dégrade. Ça. Oui. Le fait de l'ego a besoin d'être en dessus, au-dessus, pour pouvoir toujours se donner l'impression que le cadre que lui a est un cadre réel. Je suis grand prêtre, j'ai besoin de fidèles, parce que si personne ne croit en ce que je dis, je risque de douter moi-même de ce que je dis. Donc, j'ai besoin de fidèles, ce qui fait que je vais dire à mes fidèles, croyez et vous serez sauvés, et en plus, je dois dire à mes fidèles, portez la bonne parole. Plus il va y en avoir de convaincus, mais ça je ne leur dis pas, plus il y en a qui vont venir ici, plus il y en a qui vont venir ici, plus je vais me sentir sécure. Donc, l'ego lutte continuellement, et l'ego qui donne l'impression d'être totalement sécure ne l'est pas. Sauf si le mental domine l'homme. Si le mental domine l'homme, l'ego psychologique n'est toujours pas sécure, mais il a appris à s'en remettre au mental pour que le mental gère sa vie. Donc, automatiquement,
on a un homme qui n'est pas un homme psychologique, qui est capable de s'exprimer, de vivre, d'expérimenter. Les énergies qui évoluent continuellement dans le plan évolutionnaire, disons d'une planète qui est reléguée dans le temps et dans l'espace, on a des énergies qui ont une tendance à augmenter en vibration, c'est-à-dire à s'élever. L'homme est le rassemblement de 4 énergies planétaires qui ont une tendance à s'élever, donc à évoluer. Mais il y a toujours des énergies galactiques qui, eux, ont une tendance à descendre, à baisser leur taux vibratoire. Ce qui fait qu'on a donc des énergies descendantes, supérieures à l'énergie planétaire, donc à l'homme, et des énergies ascendantes ou évolutives, inférieures aux énergies supérieures, c'est-à-dire extraterrestres, qui sont involutives. Qu'est-ce que l'énergie vient foutre? Pourquoi l'énergie doit-elle être descendante? Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à l'homme? Pas parce que Dieu a un amour psychologique et il va se sentir coupable si l'homme fait des mauvaises choses ou si l'homme disparaît. Ce n'est pas la raison qui amène les énergies supérieures à descendre. L'énergie, pour pouvoir se libérer du contexte du temps et de l'espace, c'est-à-dire l'énergie, pour pouvoir se libérer de l'évolution, elle doit expérimenter l'évolution. Tu ne peux contrôler une chose que tu ne connais pas parfaitement. Les énergies supérieures sont reliées, sont limitées, sont conservées dans un espace clos qui s'appelle le temps. Et lorsqu'il y a du temps, il y a de la matière. Parce que lorsqu'il y a du temps, la matière a le temps d'exister. Et lorsqu'il y a du temps, il y a automatiquement existence de quelque chose. Lorsqu'il y a du temps, il y a de l'espace, et lorsqu'il y a de l'espace, il y a du temps. Les deux sont la même chose, ils sont reliés, et ils ne peuvent vivre qu'ensemble. Lorsque l'énergie supérieure descend dans le plan planétaire, elle diminue son taux vibratoire. C'est-à-dire qu'elle se densifie. C'est-à-dire qu'elle rentre dans un endroit temporel où le temps est plus dense. Donc, elle ne peut pas passer aussi rapidement, ce qui fait qu'elle ralentit. La planète Terre est localisée dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée et elle est localisée dans l'aile extérieure de la galaxie. Plus on se rapproche du centre, plus le temps est subtil et plus on s'éloigne de cette galaxie, plus le temps est dense. Les énergies qui viennent du centre de notre galaxie, de l'apex, sont de plus en plus densifiées au fur et à mesure qu'elles s'éloignent du soleil central de notre galaxie. Ce qui arrive, c'est que sur la planète, l'expérience évolutive dans la matière permet aux énergies d'avoir des supports pour pouvoir expérimenter, ce qui va les pousser à augmenter leur taux vibratoire, autrement dit, à évoluer. La matière physique évoluant va être capable d'accepter une autre forme d'énergie, l'énergie vitale, qui, elle, à son tour, va accepter l'énergie astrale, qui va accepter l'énergie mentale, ce qui donne l'homme. L'homme est suffisamment construit pour accepter une descente d'énergie supramentale, donc extraplanétaire pour l'instant. Chaque énergie évoluant dans le temps et dans l'espace se doit de se transformer en matière pour pouvoir expérimenter la matière, pour pouvoir connaître la matière. Et une énergie qui connaît la matière connaît le temps relié à cette matière. Il connaît le temps qui oblige la densification de cette même énergie en matière, donc il peut la contrôler. Ce qui fait que quelle que soit l'énergie, elle doit être matérialisée, connaître l'expérience dans la matière pour pouvoir se dégager de la matière. Pourquoi le Nazaréen, que l'on appelle le Fils de Dieu, est-il venu dans la matière? Parce qu'il devait expérimenter la matière dans un corps matériel pour découvrir les mécanismes régissant la matière et le temps, pour pouvoir s'en libérer. Mais le plan d'évolution, les lois régissant l'évolution dans le contexte de notre galaxie, donc dans le contexte de notre planète, permettent ceci. Elles permettent à une énergie de descendre et de se densifier d'une façon telle qu'elle devient matière. Une même énergie similaire pourra, elle, venir habiter cette matière et elle n'aura pas besoin de descendre sur un même rythme que l'énergie matérielle. Donc, l'énergie X devient matière. La même énergie X n'a pas besoin de devenir matière parce que la matière peut l'accepter et elle pourra expérimenter l'expérience de la matière sans nécessairement devenir aussi bas que la matière.
Elle va donc être ce que nous appelons de l'énergie vitale. La même énergie qui descend sur la planète vient dans l'être physique et vital et pourra être acceptée par amour vibratoire, par attraction, et elle pourra donc expérimenter le vécu du corps matériel sans avoir à baisser son taux vibratoire de façon à devenir matériel. Il en est de même donc pour l'énergie psychologique ou astrale, là va se focaliser l'ego, et il en est de même pour l'énergie mentale. Lorsque l'énergie mentale est suffisamment dynamisée, mais qu'elle reste reliée à l'homme dans un corps physique, cela pourra permettre à une énergie descendante supramentale de ne pas avoir à se déformer en matière, mais elle pourra l'attirer pour pouvoir venir lui offrir, disons, asile. Donc, on aura un nouveau contact avec une nouvelle forme d'énergie, l'énergie supramentale, qui permettra à tout le véhicule de toutes ces énergies de pouvoir, par le biais du véhicule physique, expérimenter la matière pour pouvoir le comprendre. L'avantage de ce mécanisme, c'est que la matière ne peut comprendre la matière. Elle ne peut servir que de véhicule à une énergie qui pourra comprendre la matière. Et plus les véhicules sont capables d'être dynamisés l'un l'autre, plus on pourra recevoir une énergie supérieure qui pourra permettre au véhicule inférieur de comprendre ce qu'il fait, ce qui se passe. C'est ce qui est le cas pour l'homme. L'homme a un mental qui lui permet de comprendre son corps physique, son corps vital, sa psychologie. Le mental n'est pas suffisamment énergisé, mais on en arrive là prochainement, pour la majorité des personnes habitant le continent nord-américain, entre autres. L'ego va exister dans le mental, mais l'ego existe surtout présentement dans l'astral. L'ego doit bâtir un cadre sécuritaire, et ce cadre sécuritaire l'oblige continuellement à entrer en guerre contre les autres égos qui veulent détruire son cadre pour imposer le leur de façon à se sécuriser. Pourquoi les parents éduquent-ils leurs enfants de façon à conserver l'enfant chez eux? C'est qu'ils bâtissent un cadre qui s'appelle la famille, et on tient à conserver le cadre familial parce que cela est sécuritaire pour les parents. Et si les enfants se sentent sécuritaires dans le même cadre que les parents, c'est un disciple. Donc le maître, le parent, se sent d'autant sécuritaire. Et lorsque l'enfant veut sortir du cadre de la sécurité familiale, l'ego des parents en prend une claque parce qu'automatiquement, il doit remettre en question le cadre qui le sécurise, donc sa sécurité. Ton enfant n'expérimentera pas les mêmes choses que toi. Il ne voudra pas devenir prêtre. Il voudra devenir punk. Il ne voudra pas devenir médecin. Il voudra devenir chômeur. Il ne voudra pas devenir professeur. Il voudra devenir musicien. Il n'y a pas d'emploi là-dedans, il n'y a pas plus dans l'autre, tu vas te répondre. Alors, ce qui fait que le cadre qui normalement régit ta sécurité égoïque est continuellement lacéré par l'extérieur et dans un cadre familial par les enfants, qui, eux, ont leur propre ego, donc ils voudront imposer aux parents le cadre familial qui leur plaît. Et cela est totalement normal. L'enfant voudra imposer aux parents tel genre de musique, tel genre d'amis, tel genre de cigarettes, tel genre de boisson, tel genre d'études, tel genre de mécanisme familial, et les parents devront être éduqués par les enfants ou ils devront lutter contre les enfants. Alors, veut pas, plus il y a d'expérience dans l'astral planétaire, plus il y a de possibilités de créer des égos forts dans l'individu. Parce que l'astral planétaire vient nourrir l'ego de l'individu. Donc, plus nous évoluons, plus les enfants vont se rebeller contre ce qui est déjà existant. Il fait une époque où vous êtes rébellés, mais très silencieusement, et jamais autant. Mais plus on avance, dans mon temps, je ne faisais pas, mais dans ton temps, tu ne pouvais pas faire. Mais si dans ton temps, tu serais né présentement, tu ferais la même chose. Même si l'ego va dire non, l'ego ne le sait pas, mais c'est oui. Présentement, l'ego a un cadre qui est créé par l'astral planétaire de l'époque où il est venu au monde, et évidemment de son schéma d'évolution, donc de l'astral qui existait lors de son évolution, et cet ego adulte a créé un cadre qui lui plaît. Et automatiquement, lorsque deux êtres humains s'approchent, on ne peut pas faire autrement que de s'attendre à avoir des étincelles. Tant que le cadre sécuritaire égoïque sera le même, ce sera une parfaite entente, un amour total. Lorsque le cadre commence à changer parce que chacun des égos expérimente à sa manière, les étincelles commencent. Au début, ce sont de petites frictions.
Lentement, les frictions grossissent, la chaleur commence à apparaître jusqu'à temps que le feu prenne, quand ça n'explose pas. Bon. Alors, la guerre des égos existe continuellement parce que le cadre de l'ego, donc un cadre totalement illusoire qui devra continuellement être conservé par l'ego. Bon. Mais Daniel, mettons un exemple. Mettons, bon, OK. Mettons, tu me dis, Mettons. Guy, tu n'as pas d'organisation, OK? C'est vrai. C'est vrai. À ce moment-là, ça ne me frustre pas, OK? Parce que c'est quelque chose que Parce que t'es j'aime. imbécile. Parce que quelque chose que je sais. OK? Pas que je suis imbécile, mais que je sais. Non. OK? En tout cas, c'était déterminé. Mettons que tu me dirais, par contre, mettons que tu me mettrais en doute sur quelque chose que ça fait peut-être 10-15 ans que je me bats et que je crois. Là, à ce moment-là, bon, là, c'est pas encore assez. Mais disons qu'à un moment donné, il va finir par vibrer mon ego. Mais encore là, ça dépend qui me le dit. Si c'est quelqu'un que j'ai pas de crédit dans cette personne-là, dans le sens, là, tu peux le remettre en question. Mais Si tu as du crédit, c'est que lorsque tu t'approches de la personne, ton cadre de sécurité implique que la personne en fait partie. Alors, elle peut venir briser un peu, mais tu peux l'écouter, tu es en sécurité parce qu'elle fait partie de ton cadre. Et lorsque la personne ne fait plus partie du cadre, donc tu ne la crédites plus autant, elle ne peut pas venir percer ta barrière égoïque autant. La personne que tu vénères va te dire, tu devrais t'habiller différemment. Ah ben peut-être. Le gars qui passe sur la rue te regarde puis il te dit la même affaire. Ah là, c'est pareil pantoute. Parce qu'il y en a un qui fait partie de ton cadre sécuritaire, tu l'écoutes. Comme l'enfant, longtemps, va accepter dans son cadre sécuritaire ses parents. Jusqu'au jour où il voudra s'impliquer un peu plus et le parent va refuser. Donc, refusant, lentement, le parent va être exclu du cadre sécuritaire. À un moment donné, quand le parent va vouloir parler, l'enfant ne pourra pas l'écouter. On appelle ça un conflit de génération, mais c'est un conflit d'ego. C'est pas un conflit de génération. Les adultes s'entendent aussi mal entre eux qu'ils s'entendent avec leurs enfants. C'est pas un conflit de génération. ouais, c'est ça qui fait qu'à ce moment-là, si la personne est, comme tu viens d'expliquer, est en confiance, que tu crois dans son crédit, à ce moment-là, tu vas l'introgérer, tu vas le rentrer en dedans. Sinon, tu vas le retourner contre l'autre ego. Hein? C'est un peu le processus. Oui. Être dans l'énergie d'un autre, c'est accréditer l'autre. Donc, l'autre, son énergie, vient énergiser notre cadre égoïque de sécurité. Être dans son énergie, cela veut dire évidemment avoir son propre cadre de sécurité. Mais être dans son énergie, lorsque l'on parle du plan mental, cela veut dire être capable de percer. On laisse faire le cadre sécuritaire de l'ego parce que l'on découvre que ce n'est pas un cadre illusoire qui va nous permettre à un moment donné de comprendre et de s'en sortir, mais c'est le cadre réel. Et l'ego va lutter contre la découverte du cadre réel parce qu'automatiquement, c'est la pire menace qu'il aura jamais vécue, la conscientisation ou l'évolution, parce que là, son cadre fictif devra carrément être balayé. Moi, il y a plusieurs personnes qui viennent m'entendre et qui se sentent frustrées. Ils vont dire, pour qui se prend? Parce que je parle pas au nom d'autres. Mais si je dis, Bouddha a dit, ah, tout le monde m'écoute. Si je leur dis en pleine face, ah là, c'est plus pareil pantoute, mais c'est la même chose. Mais si c'est Bouddha, ah, c'est vrai, c'est Bouddha, c'est bien beau. Mais ça change rien parce que j'attaque pas l'ego. Et l'ego est le frein dans l'évolution, donc on doit agresser l'ego. Qu'est-ce que l'évolution fait chez vous? Elle agresse continuellement votre ego. Votre auto, elle est tout crottée. Quelqu'un passe, puis vous dit, vous devriez la laver plus souvent. Là, vous pensez que chez vous, vous devriez vous laver. L'ego est continuellement agressé parce qu'il implique dans sa sécurité un cadre qui n'est pas réel. Ton auto rouille, tu as l'impression que c'est toi qui rouille. Fait que là, t'as la patch, tu l'adores, t'as la chance, t'as la cache, tu fais quelque chose avec. Ou, ton char, tu t'en fous, mais tu es aussi habillé comme ton char, donc tu te fous aussi de toi. Tu te laves pas aussi souvent que tu laves ton char, mais il y a des relations que tu peux faire. Ce qui va arriver, puis ça continuellement. La personne qui est crottée, que son char est propre, c'est simplement qu'elle s'identifie plus dans son auto que dans son corps. Donc, elle lave son char, elle se sent propre. Il y a plusieurs personnes qui sont comme ça, qui vont arriver extrêmement bien habillées pour chez vous, mais ils vous inviteront pas chez eux. Parce que le cadre où ils s'identifient n'est pas le même que chez vous. Toi, je vais chez vous, c'est toujours propre, tu peux pas, tu trembles, tu as des palpitations, moindrement qu'il y a une affaire qui est croche, si quelqu'un vient. Parce que tu t'identifies, ton ego s'identifie dans la maison, le cadre sécuritaire est là, et on doit te dire que c'est beau chez vous, pour
que ton cadre sécuritaire ne soit pas agressé. Et lorsque le voisin amène ses enfants, puis son chien, qui met des poils partout, puis les enfants qui montent avec le soleil sur le sofa, ton cadre est réellement agressé et tu n'aimes pas ça. Parce que, et ça, tu devras l'expérimenter, l'ego sera continuellement agressé et le travail de l'ego sera d'inventer la politesse, d'inventer des cadres sociaux qui permettent à deux égos de lutter l'un contre l'autre sans que les deux s'en rendent compte qu'ils se luttent l'un contre l'autre. Alors, on l'a déjà vu à une conférence à un moment donné, comment trouves-tu mon nouveau chapeau? Tu obliges l'autre à dire qu'il est beau. Parce que s'il dit qu'il est laid, tu vas te sentir comment? Alors, la politesse fait que le cadre que l'ego a formé pour que, très très beau, pas dedans, tu peux penser n'importe quoi. Ce que l'autre ne sait pas, ça ne le dérange pas. Mais au niveau mental, ce que le mental ne sait pas, ça le dérange. Au niveau de l'ego, ce qu'il sait, ça le dérange. Et l'évolution se fait par le mental et non pas par la psychologie. Elle s'est faite par l'ego longtemps. On avait des égos religieux qui nous ont permis, au nom de Dieu, de massacrer les infidèles de ceux qui ne croyaient pas. Bon, on a eu des égos politiques aussi, qui permettent encore aujourd'hui d'étendre notre contexte politique à l'échelle de la planète, quitte à tuer tous ceux qui sont contre. On a l'exemple avec le communiste, on a l'exemple avec d'autres genres. On a donc des égos qui sont privés, individuels, un égo familial, un égo national, un égo même planétaire. Bon, l'ego va expérimenter les injures, la souffrance. Il n'y a que l'ego qui souffre. Un corps qui est mort ne souffre pas. Coupé en morceaux ne souffre pas. Ton ego, je l'anesthésie ton corps, donc l'ego n'a plus contact avec le corps. Ton corps est anesthésié, c'est-à-dire que les sens ne transmettent plus au cerveau, qui lui va transformer en énergie astrale l'information. Donc, l'ego n'est plus informé. Alors là encore, une fois, je peux t'opérer, je peux te charcuter, je peux faire n'importe quoi. Lorsque l'ego prend conscience du résultat, mais le résultat, il est mieux d'être comme l'ego le voulait. Sinon, l'ego se sent mal. Certaines personnes sont totalement insécures parce qu'ils ont un gros bouton dans le visage. Alors, ils ne pourront pas sortir en public, ils vont se limiter dans la vie parce que leur cadre de sécurité, eux autres croient que le petit bouton, tu pèses dessus, puis ça brise tout le cadre de sécurité. Alors, tu arrives chez quelqu'un et tu lui parles d'une infirmité qu'il a. C'est comme le bouton en plein visage. Et, automatiquement, l'ego, tout son cadre se trouve détruit parce que l'ego a décidé que cette chose-là ne devrait pas exister. Donc, l'ego se bâtit lui-même des mécanismes où on peut le détruire. Ces mécanismes sont les injures. Et ce sont différents moyens. Si tu es mental, moi, lorsque je fais une conférence et où je m'adresse à l'être mental du public et non pas à l'être psychologique, moi, ma fonction, c'est pas de flatter l'ego du monde. C'est pas de leur dire qu'ils sont bien beaux. C'est de leur dire ce qu'ils sont. Et de temps en temps, on me dit, mais tu devrais aussi donner des petits encouragements. Ben oui, ben payez 50$ de plus, puis allez voir un voisin, il va vous en donner des encouragements. Mais moi, je suis pas là pour vous dire, ah ben vous travaillez pas assez fort, mais vous faites quand même ce que vous pouvez faire, c'est bon, lâchez pas, c'est parfait. Ça fait des milliers d'années qu'on le dit au monde, puis le monde, ben il reste ce qu'ils sont. Flatter l'ego, c'est une chose. C'est quoi flatter l'ego? C'est simplement venir nourrir le cadre de sécurité ou venir dire à l'ego que le cadre est bon. Tu sais, moi, j'ai peur de telle chose, que je pense que c'est normal dans l'état où je suis. Ah, c'est totalement normal. Ah, ben, c'est normal, c'est bien correct. Mais si c'est complètement anormal, ah là, ça commence à être épeurant. C'est anormal, tu es en train de devenir un dieu, c'est normal pour un dieu. Ah, là, ça va bien. Qu'est-ce qui est anormal, puis qu'est-ce qui est normal? Il n'y a rien d'anormal. Ce qui arrive, arrive. Mais toi, pour te sécuriser, tu dois rentrer ça dans un cadre normal. L'ego individuel est assujetti à l'ego de la masse. Donc, la masse manipule chaque ego. On part une nouvelle mode, tout le monde embarque. On dit que telle chose était normale, tout le monde essaie de le cacher. Pendant longtemps, moi, j'ai enseigné le judo à un moment donné à des enfants. Et puis là, j'ai une petite fille d'à peu près 14 ans qui vient me voir un soir, puis elle ne met pas son kimono. Je lui demande pourquoi qu'elle ne pratique pas. Elle me répond, je suis malade. Ben, pourquoi t'es venu si t'es malade? Elle dit, non, ben, je suis malade, mais pas. C'est pas une maladie, ça. Là, il a fallu que je dise en pleine face que c'était pas une maladie. C'est comme si c'était absolument impur d'être menstrué. Ben, il m'a dit, franchement, l'humanité, elle est réellement impure s'il faut qu'on commence à définir tout ce qu'il est. C'est pas plus impur parce que tu le dis. Quand c'est normal. C'est normal. C'est grâce à ça que l'humanité continue à vivre. Alors, je suis malade.
On a tellement de protection. Elle avait cru, parce qu'on lui a inculqué, que pour la sécurité psychologique, ben ces choses-là, ça se parle peut-être juste entre femmes, ou ça se parle pas du tout, ou un paquet d'affaires. Mais je sais que l'éducation, longtemps, elle me dit que c'est une maladie. Il y en a qui se rendent malades avec ça. Mais Daniel, si on regarde, une personne se lève le matin et est de bonne humeur, tout ça, elle est capable d'en prendre, son ego est capable d'en prendre. Mais quand la journée est avancée et qu'elle commence à être fatiguée, se fait épiler ses pieds, c'est une autre affaire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Lorsque tu es fatigué, bonne question, tout au long de la journée, l'astral, l'ego, va se servir du corps humain pour s'exprimer, pour essayer de confirmer le cadre de sécurité dans lequel il évolue et pour essayer donc de transformer le cadre des autres. C'est-à-dire que moi, si mon cadre est gros comme ça, puis que le tien est gros de même, quand je m'approche de toi, ou le mien rentre dans le tien, ou le tien rentre dans le mien, ou les deux se luttent l'un l'autre. C'est la guerre des égaux. Lorsque je vis ma journée, je puise dans l'énergie vitale et dans l'énergie physique pour assurer mon cadre sécuritaire de l'ego. Alors, je rentre quelque part et je parle fort, je crie, j'ai mes baguettes en l'air, donc je me sers de l'énergie vitale, j'épuise mon corps, je me sers de l'énergie corporelle pour exprimer, pour confirmer les croyances de l'ego. Et c'est ce qui épuise l'énergie physique, donc brime son évolution, l'énergie vitale, donc brime son évolution, et lorsque l'ego se sert de l'énergie intellectuelle, du mental naissant, pour disons, convaincre autrui qu'il a raison, donc il se sert encore une fois de l'énergie mentale à ses propres fins, automatiquement, il épuise tous les plans sauf le sien. Et lorsque le corps physique est suffisamment épuisé, lorsque le corps vital est suffisamment épuisé, lorsque l'homme est fatigué, l'énergie vitale est obligée de puiser dans l'énergie de l'astral pour pouvoir s'auto-énergiser. Donc, il doit faire involuer l'astral pour pouvoir le transformer en énergie vitale ou en énergie physique, pour pouvoir le stimuler. L'énergie astrale, tu es extrêmement fatigué et il y a un accident ou il y a quelque chose de dangereux pour toi, ton corps physique n'est plus fatigué, ton corps vital n'est plus fatigué, tu es debout, tu peux courir longtemps. Donc, tu es capable de transformer volontairement par ta psychologie peureuse de l'énergie du bas astral en énergie vitale et physique pour dynamiser ton corps pour pouvoir faire quelque chose. Mais lorsque ça ne te tente pas, pourquoi penses-tu que l'être humain est paresseux? Parce que l'ego tient à ramasser l'énergie du mental pour le nourrir, l'énergie du physique et du vital pour le nourrir, donc il ne veut pas que le corps physique bouge trop. Il ne veut pas que le corps mental pense trop. Parce que cela prend de l'énergie dans le mental, donc moins pour l'astral, prend de l'énergie dans le physique et dans le vital, donc moins pour l'ego. Lorsque tu es couché et que tu veux te lever, le cadran sonne, qu'est-ce qui est fatigué? Pas le corps physique. C'est l'ego qui te dit « Ah merde, pas déjà! » Puis là, il voit tout ce qu'il y a à faire, il voit comment il est bien, il voit comment il était bien, il aimerait continuer. C'est l'ego qui est paresseux. Pas le physique ni le mental. Le mental, il pense. À un moment donné, l'ego vient dire « Ouais, disons, si tu irais prendre une bière, ce serait peut-être bien mieux. » C'est l'ego qui est paresseux. Il n'y a rien d'autre que l'ego qui est paresseux, qui est peureux, puis qui a tous les problèmes de l'homme. Tu es fatigué, donc automatiquement l'ego va bien, et tout d'un coup, ton corps physique commence à puiser dans l'ego, dans l'astral pour se dynamiser. C'est trop calme, il fallait te coucher. Fait qu'il puise dedans. Là, quelqu'un rentre, agresse l'ego. L'ego est déjà tellement occupé à essayer de ne pas donner d'énergie que quand tu pénètres, là, automatiquement, il n'en a pas suffisamment pour lutter, c'est-à-dire pour te convaincre, pour préserver. Alors, automatiquement, la colère, c'est-à-dire qu'une forme d'expression de l'ego, une forme sécuritaire de l'ego, une espèce de soupape de sécurité, va entrer en fonction. Ça va être la colère, ça va être l'irritation, tu es facilement irritable. Donc, automatiquement, tu réagis rapidement parce que la dose d'énergie de l'ego, elle est diminuée parce que captée par l'énergie vitale et physique, et c'est normal qu'ils en captent, le corps physique doit vivre en priorité bien avant l'ego. Donc, automatiquement, tu n'as pas l'énergie suffisante pour pouvoir assurer ton cadre. Donc, la colère dynamise, énergise, et normalement, la colère est suffisante pour écraser l'autre. Alors, ton enfant vient te voir, t'es fatigué, tu lui donnes 3 ou 4 bêtises, puis il s'en va, puis t'as la pipe le reste de la soirée. C'est la même chose pour à peu près n'importe quel genre d'événement où l'être humain étant fatigué devient beaucoup plus colérique et irritable. Et c'est normal parce que l'ego a une perte d'énergie qui est captée par l'énergie vitale et physique qui en ont besoin. Tout au long de la vie, l'ego se dynamise à partir du corps physique, du corps mental et du corps vital. Alors, à un moment donné, karma. Et dans une fatigue extrême, tu vas voir que le mental se met
à faire passer tout un scénario qui empêche même la personne de dormir, puis il y a une perte d'énergie encore. Lorsque tu es suffisamment fatigué ou lorsque tu es dans un état où l'ego s'est vu suffisamment puiser de l'énergie pour qu'elle ne puisse même plus émettre la colère, émettre des mécanismes de protection, automatiquement le corps physique vit librement, le corps vital commence à se réénergiser. Cela ne veut pas dire que tu pourras courir. Ça dépend de l'état de faiblesse que tu es rendu. Mais l'ego n'est plus suffisamment dynamisé qu'il est prêt à accepter n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'énergie pour assurer son mécanisme de sécurité illusoire. Alors, soit que si le mental est suffisamment dynamisé, le mental se met à fonctionner, ça va être le but d'un jeûne prolongé dans une tente à sudation, par exemple, comme les Amérindiens le faisaient, et comme différentes religions l'ont fait, épuiser le corps physique suffisamment et purifier en même temps des toxines, le corps physique, pour puiser dans l'ego l'énergie nécessaire à la survie du corps. On ne sait pas pourquoi on le fait, mais c'est le résultat que cela va donner. Donc, après un certain laps de temps, l'ego est suffisamment détruit, mais non pas détruit à coups de marteau, pas dans une guerre d'ego, que le mental peut commencer à fonctionner et à énergiser d'une manière, reprogrammer l'ego de façon à ce qu'il laisse libre chemin au mental et aux énergies inférieures. Plus tu vas être fatigué, plus tu vas être colérique jusqu'à un point où tu ne le seras plus. Maintenant, il faut faire attention, on a des mécanismes qui permettent à l'homme d'aller chercher dans l'extérieur des phénomènes qui vont être capables d'obliger le système endocrinien à donner, à sécréter dans le vital des substances, des hormones, pour nourrir le corps physique de façon à le dynamiser, sans que le corps physique, s'il est dynamisé, n'aura plus besoin, lui, d'aller chercher de l'énergie dans l'ego, dans l'astral. Donc, une personne fatiguée va prendre du café et ça le remonte. Qu'est-ce que cela fait? Cela fait que biologiquement, on a donc des sécrétions hormonales, on a des correspondances chimiques qui donnent au corps le dynamisme temporaire nécessaire pour que l'ego puisse s'en servir de façon à continuer à expérimenter ce qu'il veut expérimenter et pour pouvoir continuer à se dynamiser, sans que le physique puisse venir tirer de l'énergie de l'ego. Alors, t'es fatigué, t'es tanné, attends un peu, là, je suis colérique, je vais prendre un bon café, ça m'a replacé. Qu'est-ce que ça replace? Ça fait replacer le corps. Donc, le corps ne peut plus puiser dans l'astral. Donc, le corps ne peut plus, disons, énergiser l'ego. Et l'ego se sent mieux. Une cigarette va donner les mêmes genres de phénomènes, sauf que la cigarette, elle a aussi un processus qui est cérébral, qui est différent. Donc, automatiquement, plus l'être est fatigué, plus cela est évolutif s'il est dans un cadre évolutif intelligent. Cela va faire en sorte qu'on va puiser dans l'ego, dans l'astral. Donc, lentement, l'ego va devoir nourrir son astral, son cadre de sécurité pour pouvoir sentir qu'il existe. Et lentement, le mental peut finir par embarquer. C'est pour ça que certaines thérapies vont obliger la personne à ne pas dormir de la fin de semaine pour se rendre au paroxysme. Exactement. Pour briser un ego, si on prend par exemple l'ego au niveau d'un camp de concentration ou d'une torture, pour briser l'ego, on va l'empêcher de dormir, ce qui va épuiser lentement toutes les ressources de l'énergie astrale. Donc, on détruit l'homme. C'est-à-dire qu'on détruit son ego, on détruit l'identification qu'il a de lui-même. Et lorsque l'astral va recommencer à se réénergiser, on peut rééduquer, comme l'enfant, l'être pour le reprogrammer. Donc, on lui a fait un lavage de cerveau et maintenant, il est un ego typique de ce qu'on voulait et il est prêt à fonctionner. Le corps physique ne souffre presque pas de ces phénomènes. S'il a la nourriture chimique nécessaire, la nourriture vitale, il va la prendre dans l'ego. Par contre, l'ego est détruit. Et ce n'est pas une méthode de conscientisation correcte. Alors, je préfère préciser, parce que certaines personnes pourraient commencer à essayer justement de détruire leur ego de cette façon. Lorsque l'ego est détruit de cette façon, il n'y a plus d'ego. Cela va de soi. Mais il y a la place pour un autre ego, qui va être construit à partir de tout l'extérieur. L'ego va être détruit lorsque le mental va être suffisamment dynamisé pour lui puiser dans l'ego et transformer l'énergie astrale en énergie mentale. Il n'y aura plus d'ego chez l'homme, plus de guerre d'ego, mais il y aura un mental suffisamment dynamisé. Si présentement on détruit l'ego, on puise dans l'énergie astrale et il n'y a plus. On va avoir l'énergie physique, l'énergie vitale, l'énergie mentale va flotter mais ne pourra plus se relier à l'homme parce que l'homme va avoir détruit son énergie astrale. L'énergie astrale devra être balayée, c'est-à-dire être transmuée en énergie mentale et non pas en énergie vitale. Donc, un lavement de cerveau ou encore un jeûne prolongé
peut permettre certaines choses lorsque le mental est suffisamment dynamisé pour en bénéficier. Mais sinon, l'ego va disparaître et le mental ne sera pas plus existant. On aura une loque humaine, c'est tout. Si on ferait un lien avec l'ego et la réalité, c'est que la semaine passée, moi, il y a quelque chose qui m'a impressionné, ce verre-là, là, quand tu l'as tout décortiqué, le mouvement. C'est comme si à un moment donné, ça fait 2 fois dans ma vie, j'ai un flash où je deviens presque proche de voir ce que c'est la réalité, mais il y a une membrane qui sépare. C'est quoi? C'est l'ego, ça? Non, l'ajusteur de pensée fait office de lunettes soleil ou de diaphragme. Lorsque ton énergie mentale, égoïque, l'énergie de l'homme planétaire, lorsque toi, tu es suffisamment dynamisé, énergisé, pour pouvoir recevoir une dose plus importante d'énergie intelligente, d'énergie supramentale, le focus, c'est-à-dire le diaphragme de l'ajusteur de pensée va avoir une tendance à s'ouvrir, laisser passer juste ce qu'il faut, mais pas plus. C'est intelligent. Et non pas, cela n'est pas dirigé par je veux en avoir, je veux comprendre, ça marche pas. Alors tu viens presque à comprendre, et lorsque cela vient, le diaphragme se referme parce qu'on a suffisamment dynamisé, tu as été suffisamment dynamisé pour ne pas risquer de problème, alors automatiquement on referme le diaphragme, ce qui fait que tu ne vois pas tout à fait ce que tu pourrais presque percevoir. L'énergie pénètre et l'énergie ne peut pas être transmuée en compréhension parce que tu n'as pas la parole ajustée, parce que tu n'as pas la pensée ajustée, donc parce que tu n'es pas suffisamment en relation, en communication avec ton ajusteur de pensée. Lui commence à faire les premiers pas, mais présentement, tu n'es pas encore suffisamment conscientisé pour pouvoir faire aussi, en sens inverse, les pas qui devraient être faits et qui vont être faits à un moment donné. Donc, automatiquement, tu as presque la vision sans l'avoir. On appelle ça une illumination dans le sens spirituel. Certains êtres ont eu l'illumination et se sont nourris tout le restant de leur jour de cette illumination sans se rendre compte qu'ils ont eu une connaissance supramentale à un moment donné et maintenant elle est expérientielle, elle est astrale et au lieu de s'en nourrir pour diriger sa vie, on devrait maintenant l'oublier pour avoir d'autres illuminations. Alors c'est simplement ce mécanisme qui s'est passé. C'est comme, en fait, si pour être en contact avec la réalité, il faudrait toujours que les mouvements de la vie te soient tout décortiqués comme ça, comme tu l'as fait à un instant précis. C'est pas possible. C'est totalement possible à la condition que ce ne soit pas l'astral, l'ego de l'homme qui veulent faire ça. L'ego apprend. La psychologie mémorielle de l'homme apprend et enregistre. Ce que nous disons ce soir est enregistré. L'énergie peut transformer légèrement la compréhension mentale, mais de toute façon, c'est enregistré dans le contexte mémoriel, dans la mémoire. Donc, cela va nourrir l'ego, nourrir les mémoires volatiles de l'ego, c'est-à-dire nourrir l'âme. Et lorsque cette âme, elle est nourrie, elle essaie continuellement de vivre ce qu'elle a appris. Alors, je dis un jour, tu réfléchiras d'une façon mentale, totalement conséquentielle, et tu ne souffriras plus. Cela est vrai pour l'énergie mentale. Mais automatiquement, l'ego désire faire ce cheminement. L'ego désire ne plus souffrir, mais il veut continuer à avoir l'impression qu'il existe. Vois-tu, le corps physique existe, mais il n'a pas besoin de preuves. Il ne la recherche pas. Le corps mental existe et il ne recherche pas de preuves. Le corps astral existe et lui veut une preuve. Sa première preuve sera la densification, l'ego, et l'ego essaiera de contrôler la preuve de façon à ce qu'elle soit de plus en plus tangible. Si l'ego ignore qu'il existe, il existe toujours. Un enfant qui vient au monde ne sait même pas qu'il vit, mais il vit. Et lorsque il aura une soif de savoir qu'il vit, pour se sécuriser, il aura automatiquement peur de mourir. Et commence le processus qui pousse l'homme à évoluer. La recherche d'un cadre sécuritaire outre-tombe. Mais le mental n'en a pas de besoin, l'ego psychologique en a de besoin. Lorsque l'ego va cesser de rechercher à construire un cadre, parce que l'ego a besoin de savoir qui il est, lorsque l'ego dit « je pense donc je suis », en réalité, l'ego devrait dire « je pensais donc j'étais ». Mais il n'est jamais dans la réalité. Il était. Je prends conscience que je pense, mais c'est toujours mémoriel. Donc, j'étais. Mais il se complaît à dire « je suis ».
Il n'est jamais rien d'autre qu'une illusion, qu'une réplique de la réalité. Mais celui qui n'a pas conscience qu'il existe ne peut pas souffrir non plus. Lorsque le Bushido, le code du guerrier samouraï, déclarait que le meilleur des savoirs-vivre, c'est le savoir mourir, cela est totalement authentique et cela est l'apanage d'une énergie mentale qui essaie de dresser l'ego. Tu ne pourras pas vivre pleinement, totalement, authentiquement et tenter des expériences bénéfiques que si tu n'as pas peur de perdre la face ou de perdre la vie. Lorsqu'une personne perd la face, lorsque l'ego est magané lors d'une guerre d'ego, l'ego va mettre plus d'énergie à reconstruire l'image qu'il pourrait en mettre à essayer de vivre. Une personne qui se suicide est une personne qui n'a plus d'image. Et elle ne luttera jamais pour vivre. Tant que la personne a une image sécuritaire autour d'elle, l'ego va vouloir, disons, continuer à vivre, conserver la vie dans le corps humain. Mais la personne va mettre beaucoup plus d'énergie à préserver son image, parce que c'est l'ego qui domine, c'est l'ego qui veut vivre. Et l'ego qui n'a plus d'image, qui est en correspondance avec ses désirs, ne voit plus d'utilité à la vie. Il ne voit plus de plaisir à la vie. Il finit par dire à quoi bon vivre. Tout ce que j'ai essayé n'arrive pas. J'ai tout perdu ce que j'avais. Mais c'est normal, tout le monde perd continuellement ce qu'il a. Mais la personne adapte son schéma de sécurité aux pertes des choses, donc elle s'adapte. Et la personne qui n'adapte pas son schéma de sécurité vit la même chose. Elle perd continuellement tout ce qu'elle a. Mais elle n'a pas voulu adapter son cadre sécuritaire, donc elle n'a plus la possibilité de vérifier qu'elle existe. Alors si j'existe plus, à quoi bon exister? D'où suicide, d'où mortalité, d'où laisser mourir sans nécessairement se suicider. Mais on a un problème. L'ego est capable de mettre des énergies jusqu'à créer des guerres, à massacrer. Mais il n'est pas capable de mettre de l'énergie pour protéger la vie, si le cadre est détruit. La guerre des égos, elle est normale. Lorsqu'il y a ego, il y a cadre qui donne d'importance à l'ego. Il y a un cadre qui permet à l'ego de se retrouver. Et plus l'ego veut se retrouver, plus il met de l'importance dans le cadre. Plus il met de l'importance dans le cadre, plus il va lutter contre la destruction de ce cadre. Et l'importance mise dans un cadre finit par créer la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est une croyance non mentale, totalement illusoire et psychologique dans la sécurité d'un concept. Je ne veux même pas expérimenter de peur que ce soit faux. Je préfère vivre comme ça, je suis bien. Avant que je découvre, j'étais bien. Maintenant, je commence à voir des choses, je suis de plus en plus mal. Mais c'est l'ego et c'est normal. Mais à un moment donné, tu seras vachement mieux. Ces samouraïs-là, Daniel, qui se rendaient très proches de l'instantanéité puis qui n'avaient pas peur de la mort, ou les maîtres zen, comment se fait ça qu'ils n'étaient pas aidés par les énergies supramentales puisqu'ils étaient si proches? Les maîtres zen sont en relation avec l'énergie supramentale et la majorité des samouraïs étaient manipulés par un astral national, un astral, disons, spirituel, le code du guerrier, qui avait été implanté au Japon par une intelligence, donc par une énergie supramentale, qui avait régi la vie. L'homme est sur la Terre pour expérimenter. On a des expériences sur différents continents. On a des énergies telluriques différentes sur les continents, des arbres différents, des nourritures différentes, des minéraux différents, des ressources différentes et des hommes différents. Et dans ce contexte-là, ça a été, disons, une première expérimentation ou expression matérielle de l'énergie supramentale. Mais les Japonais étaient manipulés par l'égrégore, disons, intelligent, mais astral de la nation. Et on avait les samouraïs et on avait les paysans. Seul le samouraï peut se faire seppuku ou harakiri. Seul le samouraï pouvait faire différentes choses. Donc on n'a pas le temps de poursuivre là-dessus. On pourrait peut-être revenir à la deuxième partie, mais c'est pas supramental. Merci, Daniel. Fait que tous ceux qui ont des questions, là, il faut vous servir des petits papiers bleus. On va les ramasser après. Juste prendre quelques moments de votre attention avant de passer à la pause.
Vous vous rappelez qu'ici, il est tradition d'offrir la cassette de la première partie de la conférence du soir même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vient d'entendre, sur cassette, à l'achat du billet de la prochaine conférence de Daniel Kemp, c'est-à-dire vendredi prochain, le 22 mars, qui aura pour titre l'acceptation de l'incompréhension. Comme autre événement spécial qui